Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde intitulée Green Deal, Fair Deal, jusqu'où ira l'Europe de l'écologie. J'ai l'immense plaisir d'avoir avec moi 5 intervenants, dont 2 en ligne. Je vais commencer par présenter nos invités qui nous rejoignent en vidéo. Donc Madame Frédérique Béraud, professeure à Sciences Po Strasbourg et au Collège d'Europe à Bruges. Bonjour Madame. Nous avons également avec nous Monsieur Blaise Desbordes, directeur général de Max Havelaar France. Bonjour Monsieur. Bonjour. Bonjour. Et à mes côtés, donc, nous avons Monsieur Nicolas Furet, secrétaire général de Citeo. Bonjour. Bonjour. Monsieur Julien Marcy, chef économiste de Global Sovereign Advisory. Bonjour. Bonjour monsieur. Et enfin Monsieur Guillaume Glon, associé de la société d'avocats PwC France et Maghreb. Bonjour. Bonjour monsieur. Donc, pour présenter un petit peu le sujet d'aujourd'hui, donc nous partons du constat que les États membres de l'Union européenne ont affirmé une ambition écologique importante, tout d'abord avec le Pacte vert européen présenté en 2019, le Green Deal, et ensuite avec le plan de relance Next Generation EU, donc, qui date de 2020 et qui déploie une ambition budgétaire pour sortir de la crise économique en prenant en compte les aspects écologiques. Ces ambitions européennes souffrent de la comparaison américaine, qui donc est plus importante en termes budgétaires, et d'autre part de la comparaison chinoise, qui est considérée plus importante en termes politiques. On en arrive à la question centrale de notre débat d'aujourd'hui. La transition écologique peut-elle mener à une Europe sociale et inclusive? Donc le Green Deal peut-il être également un Fair Deal? Donc nous allons organiser nos échanges autour de 4 moments. Nous allons commencer par dresser un état des lieux de la transition écologique. Ensuite, on discutera sur le lien entre transition écologique et Europe sociale. Ensuite, on se penchera sur la question du Fair Deal. Et enfin, on ouvrira sur des perspectives pour l'avenir proche de l'Europe sociale et verte. Voilà, ceci étant dit, je propose d'ouvrir donc cette première partie modérée et ensuite on ouvrira le panel aux questions de nos participants. Donc peut-être une première question en commençant l'état des lieux que je poserai à Madame Béraud et à Monsieur Desbordes. La transition écologique implique-t-elle nécessairement des améliorations sociales? Madame Béraud, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors cette question est une question large, sur laquelle je commencerai par donner quelques ans. Les liens entre écologie et protection sociale n'ont pas en tout cas été automatiques. On s'aperçoit que ces liens sont de plus en plus importants, en tout cas dans un certain nombre d'exemples ou d'études. De plus en plus, les organisations internationales lient les ambitions écologiques, en particulier la lutte contre le réchauffement climatique, à la protection sociale. De plus en plus, on considère effectivement que pour avoir un équilibre avec la nature, il faut d'abord avoir un équilibre social. C'est quelque chose qui reste difficile à penser dans les politiques publiques. Alors on le voit apparaître par exemple avec toute la thématique de lutte contre la précarité énergétique qui fait vraiment le lien entre une consommation énergétique raisonnée et puis les ambitions sociales. Ou dans les politiques dites sociales écologiques, effectivement, qui se développent et qui font le lien entre, par exemple, la fiscalité carbone et ses conséquences sociales. Je pense que des mouvements comme les Gilets jaunes, en tout cas au début du mouvement, sont assez révélateurs de cette tension en fait entre l'écologie et le social. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait nécessairement une amélioration sociale quand on a une ambition écologique, mais que les liens entre les deux sont de plus en plus tangibles. D'accord, merci beaucoup. On reviendra d'ailleurs à la question de la fiscalité dans nos échanges. Monsieur Desbordes, voulez-vous réagir aussi à cette question de transition écologique et implication sociale? Oui, très, très volontiers, parce que pour nous, c'est une question qui est au cœur de notre action
et nous sommes heureux de pouvoir en parler. Pour ceux qui ne connaissent pas l'organisation Fairtrade Max Havelaar, juste une phrase. Nous sommes une organisation non gouvernementale, mais qui s'est appliquée à faire changer des règles de commerce et à proposer de manière volontaire aux entreprises d'adopter un certain nombre de codes et de règles qui permettent, dans l'économie et dans le libre marché, d'avoir une inflexion très forte, puisque des produits se voient transformés par des cahiers des charges mieux-disants. Cette organisation, Fairtrade Max Havelaar, a une trentaine d'années et aujourd'hui, elle est active dans des grandes supply chains de type sud-nord, comme les grandes commodités alimentaires, agricoles. Pour vous donner un exemple, nous certifions avec un impact mieux-disant environ 7% du café mondial, le marché étant de 9 millions de tonnes au niveau mondial, et de l'ordre de 10% du cacao mondial. Donc nous avons su changer d'échelle pour produire un impact social précisément. Sur votre question, ma réponse et j'irai plus loin que Madame Béraud. Franchement et très clairement, oui, le lien est indispensable. Il n'y aura pas l'une sans l'autre. En fait, le lien avec le social est même la clé, selon nous, de la transition écologique. Trois petits exemples. Euh, Si vous ne sécurisez pas le revenu des agriculteurs, des producteurs, qui sont quand même 1,4 milliard sur la planète, vous avez des effets collatéraux sur le plan écologique immédiats. Premier exemple, si vous ne sécurisez pas le revenu, la situation économique d'un producteur de blé français ou de betterave à sucre français, vous avez le retour immédiat des néonicotinoïdes. Voilà, impact écologique démontré, immédiat, avec un aller-retour de législation qui laisse quand même assez rêveur. Deuxième exemple, si vous ne sécurisez pas la situation de quelques millions de cacao-culteurs, notamment en Afrique de l'Ouest, qui font votre chocolat tous les jours, eh bien vous avez immédiatement un impact sur la désertification de certains territoires et sur la déforestation. Impact écologique lié à un impact social. Et enfin, troisième exemple, si on ne sait pas notamment sécuriser par exemple la production de sucre d'un agriculteur indien, eh bien il va quitter son territoire et il va contribuer à ce que Mike Davis, un essayiste anglais, appelle la bidonvillisation du monde en rejoignant les mégalopoles. Donc trois exemples où l'absence d'intégration de la dimension économique et sociale au prix, aux filières, va avoir un impact extrêmement délétère sur le plan écologique. Merci beaucoup, Monsieur Desbordes, pour ces trois exemples concrets d'impact social de mesures de protection de l'écologie. On va en revenir un instant à la fiscalité, et j'ai ici une question pour Monsieur Glon. Monsieur Glon, où en est l'UE en matière de fiscalité verte, c'est-à-dire la taxation d'activités polluantes ou de produits polluants pour inciter à justement adopter des comportements respectifs de l'environnement? Merci pour votre question. Alors, je suis fiscaliste, alors j'ai toujours tendance à penser que l'Union européenne ne va pas assez loin en matière de fiscalité verte, malheureusement, hein, parce que je dirais que le chemin est encore long. Aujourd'hui, la fiscalité verte, elle est présente dans la réglementation européenne à plusieurs égards. On a un certain nombre de directives, notamment une directive de 2003 sur la fiscalité de l'énergie. On a les systèmes d'échange des quotas, évidemment, qui est proche de la fiscalité. Et puis, on a un certain nombre d'autres directives qui donnent, lorsqu'elles orientent les politiques en matière d'environnement, qui donnent aux États la possibilité d'agir via la fiscalité. Mais ça n'est qu'une déclinaison au niveau local. Donc, si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, on a encore une marche importante à franchir en matière de fiscalité pour que l'arme de la fiscalité, qui est importante, hein, qui, à mon sens, est vraiment un pied important pour agir en faveur de l'environnement, soit effectivement efficace et à pleine puissance. Merci beaucoup, Monsieur Glon. Maintenant, je me tourne vers Monsieur Marcilly de Global Sovereign Advisory. Le Green Deal est-il un outil efficace et suffisant pour orienter l'ensemble des politiques publiques de la Commission européenne vers le développement durable, donc d'un point de vue économique? Oui, tout à fait. Bon, tout d'abord, peut-être un petit mot pour revenir sur le lien entre le social et l'écologique. C'est vrai que je rejoins tout ce qui a été dit, évidemment, hein, mais je suis d'accord avec. On a l'impression aujourd'hui qu'on découvre qu'il faut associer le social et l'écologique, alors qu'en fait, c'est vrai que dans le débat public, on a traité les deux pendant très longtemps séparément.
alors qu'ils sont déjà interconnectés depuis longtemps, pas seulement dans les pays en développement, mais y compris chez nous. C'est un peu l'idée que, évidemment, les questions d'environnement ont un impact sur la santé physique, mentale des individus, et par ce biais-là, sur les chances sociales de chaque individu. C'est la thèse d'Amartya Sen, qu'on traite depuis longtemps. Et donc, il y a deux questions derrière ça, très contemporaines. C'est la question que Mme Béraud soulevait, celle de l'accès à l'énergie dans son logement, et puis pour se déplacer, et on l'a vu effectivement avec les gilets jaunes. Mais en fait, l'interconnexion des deux, elle remonte à très loin. Et juste pour faire une toute petite digression, les premières lois sociales en France de référence, les lois Waldeck-Rousseau, donc au moment de la révolution industrielle, donc elles ont lieu pendant un siècle où, finalement, qui a façonné l'aménagement du territoire, la question des inégalités sociales. Et on dit très souvent qu'une des raisons pour laquelle, par exemple à Paris, les grandes industries, les grandes usines se sont installées plutôt à l'est de la région, c'est parce que les vents allaient d'ouest en est, et donc c'était pour que la fumée ne traverse pas Paris. Et donc par effet de ricochet, les catégories sociales les plus bourgeoises se sont, elles, installées dans Paris ou à l'ouest. Donc en fait, depuis très longtemps, les deux sont interconnectés, mais c'est vrai que dans le débat public, pour des raisons sans doute un peu irrationnelles, on les a toujours séparés l'une de l'autre. Bon, alors voilà, après pour la question du Green Deal, est-ce que c'est un outil efficace ? Bon, évidemment, il est loin d'être parfait. Je dirais quand même qu'il a le mérite d'exister. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des objectifs de long terme qui ont été fixés. Certains vous diront qu'ils ne sont pas assez ambitieux, d'autres trop ambitieux. Moi, je ne suis pas qualifié en tant qu'économiste pour le dire. Et il a aussi le mérite, finalement, de prévoir des actions dans un très grand nombre de domaines, que ce soit les transports, l'énergie, l'innovation, etc. Et puis, comme vous le disiez très justement dans votre introduction, il se traduit dès aujourd'hui par des actions concrètes à travers ce plan de relance, avec des mesures décidées dans chaque pays, approuvées pour un grand nombre d'entre elles par la Commission européenne, déjà financées. Et certains de ces financements ont d'ailleurs déjà été décaissés depuis le milieu de l'été. Donc c'est quand même un certain nombre de points très, très positifs. Et vous disiez dans l'introduction, c'est beaucoup moins qu'aux États-Unis. Mais je dirais quand même que c'est beaucoup moins que ce que Joe Biden a annoncé pendant sa campagne présidentielle. Mais à ce stade, c'est passé quasiment inaperçu en France. Mais le plan bipartisan qui a finalement été voté au cœur de l'été aux États-Unis, eh bien, ça s'est transformé dans un plan de relance keynésien très classique, qui octroie beaucoup de financement pour des infrastructures classiques, des routes, etc., et qui a complètement abandonné, mis de côté, toutes les questions de crédit d'impôt pour les énergies propres, d'incitation pour l'achat de voitures électriques. Donc toutes ces parties-là qui étaient, sur lesquelles il y avait des désaccords avec les Républicains, finalement sont sorties du plan. Donc certes, depuis, il a dit qu'il espérait toujours faire un deuxième plan, mais on en est encore à l'étape de la parole aux États-Unis, quand en Europe, au moins on est dans l'action concrète. Alors après, évidemment, on peut discuter des points négatifs de ce plan. Certains vont vous dire, comme je le disais, qu'il y a les objectifs sont peut-être trop lointains ou pas assez. D'autres vous diront que c'est un financement qui est sur la base de projets. Et donc, pour les entreprises, elles peuvent obtenir des financements sur ce projet-là. Et puis après, de l'autre côté, mettre en place des investissements non verts, entre guillemets. Et même chose à l'échelle de pays. C'est-à-dire qu'on va octroyer beaucoup de financements à des pays très polluants. Mais s'ils sont très polluants, c'est peut-être aussi parce que leurs dirigeants n'ont pas envie de mettre en œuvre des mesures vertes. Et donc, dans ce cas-là, est-ce une bonne idée de leur octroyer beaucoup de financement ? C'est une question posée. Mais en tout cas, il a le mérite d'exister et d'être déjà concret. Très bien. Merci beaucoup pour votre contribution. Donc, des actions concrètes. Et peut-être l'Union européenne peut se féliciter de ce Green Deal par rapport aux États-Unis qui ont beaucoup annoncé et pas forcément réalisé concrètement pour l'environnement. À ce stade, oui, exactement. Merci beaucoup. On passe maintenant à la partie dédiée au lien entre transition écologique et union sociale. Et je vais donner la parole à Monsieur Furet, qui n'a pas encore pris la parole ce matin. Monsieur Furet, la Commission européenne a publié, donc dans le cadre de ce pacte vert pour l'Europe, un plan d'action économie circulaire en mars 2020. Donc, en quoi l'économie circulaire permet d'établir un pacte pas seulement vert, mais également juste ?
Merci pour cette question assez vaste. Je voudrais revenir sur le moment où on se trouve. Citeo, c'est une entreprise qui qui accompagne le secteur de la grande consommation à limiter son impact environnemental, que ce soit sur la biodiversité, sur les émissions de carbone, sur l'utilisation des ressources et des matières premières liées aux emballages, aux déchets liés à la consommation des produits emballés et des papiers. Et aujourd'hui, dans le secteur des déchets, dans le secteur de la biodiversité, dans le secteur du réchauffement climatique, on voit qu'on est à un moment d'extrême pression, d'extrême urgence à agir. Et cette extrême urgence à agir, elle fait le lien, en fait, entre l'environnemental et le social. Et l'économie circulaire est un élément pour nous permettre d'agir à la fois sur les enjeux de biodiversité, à la fois sur les enjeux de protection des ressources, à la fois sur les enjeux d'émissions de CO2, parce que c'est réutiliser de la matière, et réutiliser de la matière déjà utilisée, c'est limiter son impact CO2, c'est aussi, cette matière ayant une valeur, un objectif de la récupérer et non plus de la disséminer dans la nature, et donc ce sont des boucles vertueuses. Mais pour faire ça, on a besoin à la fois de sensibiliser le public et de l'éclairer, de l'informer sur l'impact de sa consommation, mais on a aussi besoin de porter des investissements extrêmement lourds en termes de production. Et là, je pense sur mon sujet à la production d'emballages, par exemple, recyclables ou d'emballages réemployables, parce qu'on va essayer de développer de manière complémentaire à la fois du recyclage, à la fois du réemploi, toujours dans cet objectif de boucle circulaire, mais aussi des investissements, du coup, en aval sur des dispositifs de collecte innovants, performants, sur des dispositifs de tri, sur des dispositifs de recyclage. Et il faut qu'on bâtisse des filières de recyclage en Europe. Et donc, tous ces investissements, à un moment donné, il faut qu'ils soient financés. Et on ne peut pas les laisser porter par le seul consommateur. Et c'est là où le lien avec l'acceptabilité sociale, il est important entre la boucle circulaire, entre les enjeux environnementaux, excusez-moi, et le social. Et tout à l'heure, on parlait des gilets jaunes. On ne peut pas se permettre de revivre et de ne pas anticiper telle crise. Et donc, on a besoin d'accompagner les consommateurs dans cet effort-là, les consommateurs en règle générale, et peut-être d'avoir des actions encore plus impactantes pour ceux qui sont dans des situations les plus critiques. Donc, l'économie circulaire est un atout. C'est urgent d'agir, et l'Europe, elle a un enjeu d'harmonisation de l'ambition, d'harmonisation des actions d'information et de sensibilisation, et elle a un rôle d'éclaireur au niveau mondial, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle a une démarche ambitieuse, il faut qu'elle la porte, et elle sera un exemple pour des pays comme les États-Unis, comme la Chine, qui sont des pays qui se développent beaucoup, qui ont aujourd'hui une faible appréhension des sujets de recyclage, des sujets de limitation de leur impact sur la biodiversité. Mais ça ne suffira pas d'être le fer de lance et d'être le moteur au niveau international. Il faudra aussi aller aider des pays qui sont aujourd'hui en voie de développement et qui sont à des années-lumière de notre maturité en termes de gestion de déchets et de gestion de ces impacts et de leurs connaissances. Merci beaucoup, monsieur. Donc l'Europe qui aurait un rôle aussi d'éclaireur à l'échelle internationale. On reviendra un petit peu sur l'aspect externe des politiques européennes plus loin dans ce débat. Je vais d'abord me tourner de nouveau vers monsieur Desbordes avec une question sur les inégalités. L'Union européenne peut-elle réduire les inégalités et assurer une cohésion sociale? Quelles politiques de justice sociale sont nécessaires? Monsieur Desbordes, je vous laisse la parole. Oui, je crois que les questions, les deux sont liées. Si vous voulez réduire les inégalités et à être puissant sur le plan de la politique sociale, les autres intervenants l'ont dit, le lien entre l'économique, le produit et l'effet, l'impact social sur la société est assez démontré. La question, c'est plutôt le comment. Je voudrais juste réagir un instant avant de répondre sur la question des méga plans de transition et de relance pseudo-écologique. Moi, je m'inscris plutôt en faux sur le fait de dire que les États-Unis ou la Chine auraient une ambition démontrée plus grande. Monsieur Furet vient de le dire. C'est en Europe que la sophistication des mécanismes pro-écologiques des plans de relance est sans doute la plus avancée. Elle ne va pas assez loin.
notamment sur la nouvelle PAC, c'est clair, il y a une occasion qui a été manquée là, mais je crois qu'on peut être fier du fait que c'est sur notre continent que ça bouge. J'en veux pour preuve là, que la présidente de la Commission qui a récemment déclaré qu'elle voulait certes un Green Deal, mais un fair Green Deal. Et de plus, elle a dit il y a quelques jours quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que l'Europe, en tant que marché de consommation, M. Furet y a fait allusion, devrait filtrer les produits qui entrent sur son territoire à l'aune du travail forcé qui les a produits. Suivez mon regard, hein, il y a beaucoup de polémiques sur notamment des productions textiles en Asie, et donc on est bien dans le bon momentum, je suis d'accord avec M. Furet pour parler de ces questions. Alors, le lien avec ce que vous dites, oui, l'Europe peut être sans doute le fer de lance d'une réduction des inégalités et d'une politique sociale puissante, mais je ne dirais pas détaché de la question économique que nous venons d'aborder. C'est un peu à l'ancienne, si l'on recherche par la fiscalité ou par l'emprunt à retrouver des énormes marges de manœuvre de politique sociale, il faut pouvoir réintégrer dans ce qui fait la dynamique du marché commun et ce qui fait la dynamique de la mondialisation, c'est-à-dire les produits et les services, réussir à réintégrer dans la microéconomie de ces produits et de ces services leur vrai coût écologique et social. Et c'est ça qui sera le principal moteur, potentiellement, de réduction de la pauvreté en Europe, de réduction des inégalités en Europe, ou chez ses partenaires du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Donc nous, on est plutôt, notre organisation et nos partenaires, hein, et notre dirigeante mondiale de Fairtrade, Max Havelaar, était hier au forum de l'OMC, le forum ouvert à la société civile de l'OMC, pour porter ses propos. Notre proposition de valeur, elle est celle-là, elle est de dire réfléchissons ensemble à ce que la locomotive de la dynamique européenne économique et de la dynamique de la mondialisation emporte avec elle des impacts positifs sur le plan social et sur le plan environnemental. Et ça se travaille notamment au niveau microéconomique. Et je m'arrête là, mais l'illusion cosmétique du montant des plans en milliards, je crois qu'il faut plus se laisser bercer par elle. C'est très facile hein, d'additionner des chiffres, de recycler des anciennes politiques pour arriver à 50, à 100 milliards. Le problème du Green Deal, c'est pas d'être 20 milliards moins 10 ans que le Green Deal américain ou chinois. C'est de savoir réguler l'entrée et la circulation des biens et des services à l'aune d'une grille de critères qui utilise, vous avez raison monsieur, la fiscalité, pour que ces produits en tant que tels, dans le quotidien, aient un impact positif, soit dans leur production, dans leur transport ou dans leur consommation. Très bien, merci beaucoup monsieur. Et d'ailleurs, on va rester un instant sur la fiscalité avec notre expert fiscaliste, monsieur Glon. La fiscalité peut-elle être un instrument de réduction des inégalités? Alors, et ça fait... Merci pour cette transition, parce qu'effectivement, on l'a dit, la fiscalité, finalement, c'est deux choses. C'est une fiscalité traditionnelle qu'on appelle la fiscalité contributive, hein, avec les grands impôts qu'on connaît aujourd'hui, dont finalement l'objet principal et unique est de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. À côté de ça, la fiscalité environnementale s'éloigne en fait de cet objet traditionnel de la fiscalité qui date de 1789, on le trouve dans l'article 13 de la Convention des droits de l'homme et du citoyen, qui était de contribuer à financer la puissance publique. Aujourd'hui, on s'éloigne un peu de ça avec la fiscalité environnementale et ça devient une fiscalité incitative. Donc je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. L'objet de la fiscalité environnementale n'est pas de remplir les caisses de l'Union européenne ou des États qui la composent, mais d'inciter à des comportements vertueux. Et donc, peu importe ce qu'elle rapporte, ce qui importe, c'est l'incidence que va avoir cette fiscalité, l'incidence vertueuse que va avoir cette fiscalité sur les comportements. Donc effectivement, il faut changer un peu de paradigme et arrêter de se dire tel impôt représente X% des recettes de l'État, parce que si on regarde aujourd'hui la fiscalité environnementale au niveau européen, c'est quoi? C'est 5%, 6%, et encore, c'est vraiment constitué essentiellement par la fiscalité sur les énergies fossiles, sur le fuel, etc. Donc finalement, c'est pas très représentatif. Et le reste de la fiscalité environnementale, c'est rien du tout. Mais ce qui compte, c'est qu'on arrive à trouver des éléments de mesure plus qualitatifs, effectivement, pour en mesurer l'impact réel. Et puis, alors, est-ce que ça peut contribuer, pour répondre directement à votre question, à réduire les inégalités? Il y a un deuxième pan à la fiscalité. On pense toujours à
à la collecte de l'impôt, mais la fiscalité, ça peut être aussi une fiscalité négative, par des chèques, par des crédits d'impôt. Et effectivement, on dit toujours que la fiscalité environnementale est un peu régressive, dans le sens où elle touche principalement, ou elle impacte négativement principalement finalement les gens les plus défavorisés. Eh bien, il faut qu'on arrive à compenser cet impact négatif pour cela, par des crédits d'impôt ou par des chèques, le chèque énergie et autres. Donc oui, elle peut être source de réduction des inégalités. Très bien, merci beaucoup, monsieur. Maintenant, peut-être passons à la question centrale, donc le fair deal, comment il s'articulerait, quelle forme il prendrait justement en prenant en compte donc, les aspects sociaux dans la transition verte. Et toujours en restant, donc vous avez dit fiscalité incitative, donc une fiscalité verte qui n'est pas seulement négative, qui donc incite à des comportements vertueux. Quelles incitations, quelles actions peut-on mettre en œuvre pour impliquer les citoyens dans la transition écologique, tant d'un point de vue économique que d'un point de vue social? Et c'est une question que je pose à notre expert d'économie circulaire, Monsieur Furet. Merci. Je crois que tout à l'heure, je l'ai dit, il n'y a pas que les citoyens. En fait, sur notre sujet, il faut qu'on arrive à mobiliser les territoires, les États, l'Europe, les entreprises, les consommateurs et les citoyens. Et pour revenir au sujet et donner un exemple où la fiscalité pourrait être intéressante, on essaye de développer, je l'ai dit tout à l'heure, une économie de la circularité de la matière, de réutiliser de la matière secondaire plutôt que de la matière primaire. Aujourd'hui, sur le plastique, la valeur du plastique vierge est inférieure à la valeur du plastique recyclé, parce que le cours du pétrole est très bas. Si en Europe, on développe une économie, des filières de recyclage, si on incite les entreprises à intégrer de la matière recyclée dans leurs emballages, et que par le même temps, on importe de plus loin des matières vierges qui sont moins chères et donc qui seront plus compétitives, on voit bien là qu'on va vers un échec de nos politiques environnementales ambitieuses. Et donc, la fiscalité, là, peut être un outil à l'échelle de l'Europe pour réguler cette valeur et redonner la vraie valeur dont on parlait tout à l'heure du coût environnemental du produit. Et ça peut être aussi appliqué au coût social. Donc matière moins chère venue de loin, mais moins écologique, versus matière rendue moins chère par justement l'instrument de la fiscalité. Ou juste remettre le prix de la matière moins chère, de la matière vierge, à son vrai coût en fait, écologique, parce qu'aujourd'hui, il n'est certainement pas à son vrai coût. D'accord. Si je peux me permettre, c'est comme ça qu'a été conçu et pensé, je dirais, dans les années 20, la fiscalité environnementale. C'est Pigou, un économiste anglais, qui, pour reprendre ce qui a été dit également tout à l'heure, voulait réintégrer dans le coût des biens ce qu'on appelle les externalités, en fait. Donc c'est tout le coût de ce qui n'est pas quantifiable, des biens communs, en fait. C'est exactement ça l'objet. Très bien, Monsieur Marcy, est-ce que vous voulez réagir à cette thématique aussi de justement répartition des coûts écologiques en fait sur les produits? Très rapidement, parce que beaucoup a déjà été dit. Après, toute la question sur ces mesures qui sont en fait qu'on peut qualifier de protectionnisme environnemental, c'est quelles vont être les conséquences pour le consommateur. Et on en revient sur le lien avec le social et des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées dans le cas des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on est dans une période finalement économique difficile et ces mesures doivent être articulées entre elles. De manière plus générale, c'est vrai que la question sociale, de longue date, était un peu le parent pauvre de la construction européenne, mais pour des raisons bien connues. C'est-à-dire que chaque pays avait son propre modèle social et chaque progression de chaque nouvelle loi sociale dans chaque pays, finalement, ça s'est construit depuis très longtemps et ça fait quelque part partie un peu de l'identité nationale dans beaucoup de pays. Et donc, à chaque fois qu'on essaie de parler de politique sociale commune au niveau européen, ça crée des antagonismes. On dit que d'un côté, il y a le modèle scandinave, de l'autre, le modèle méditerranéen, continental. Bon, toutes ces catégorisations sont sans doute un peu simplistes. Elles ont sans doute été un peu gommées avec le temps, avec l'effet des crises. Mais en tout cas, dans l'imaginaire social et politique, elles existent toujours. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sort d'une nouvelle crise. Il y a quand même deux points qui font qu'on pourrait trouver des socles communs. La première, c'est la question des inégalités.
tout le monde en parle, même dans les pays anglo-saxons plus libéraux, entre guillemets, on est d'accord pour dire que les inégalités sociales ont trop augmenté et que quand elles augmentent trop, elles vont avoir des effets macroéconomiques indésirés. La crise des subprimes, c'est lié à cette montée des inégalités. Des conséquences politiques pas désirées avec la montée de partis, on va dire, non traditionnels que l'on connaît. Et puis, la deuxième, et pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, c'est la question écologique, où là aussi, il commence à y avoir un consensus qui peut se créer. Et donc, aborder cette question de la construction européenne au niveau social via l'écologie, ça peut permettre de contourner le problème, entre guillemets, et de trouver des solutions qui font consensus. Donc pour paraphraser, je crois que c'est Jean Monnet qui l'a dit, l'Europe se construit par des crises, donc crise de la Covid, crise écologique, qui pourrait contribuer à la construction d'une Europe sociale, peut-être. Tout à fait. Très bien, donc en restant justement sur la thématique de l'Europe sociale, je me tourne vers Madame Béraud. Comment et qui va faire ce fair deal, ce pacte juste? Quelles institutions européennes doivent être le leader de cette union sociale? Et cela implique-t-il peut-être la modification des traités européens? Alors, à mon sens, le Green Deal est déjà un instrument extrêmement important pour répondre à votre question. Le Green Deal, ce sont effectivement un certain nombre d'instruments dont on a parlé, qui peuvent être des instruments financiers ou des instruments fiscaux. Mais je dirais que c'est peut-être surtout, et c'est là où le Green Deal est assez... enfin, d'abord, il est tout à fait central dans les travaux des institutions européennes. C'est quand même la première fois en Europe qu'on réforme autant de textes sur autant de thématiques différentes. Alors je suis d'accord avec l'une des interventions qui disait que sur la PAC, on n'a peut-être pas été aussi loin que ce qu'il aurait été approprié de faire, je vais dire idéal, mais peut-être juste approprié. Mais il y a énormément de textes qui sont en négociation. Et dans les textes en négociation qui ont été adoptés, il y a deux textes qui me semblent importants pour lier justement les enjeux écologiques et les enjeux sociaux. C'est l'actuelle proposition de la Commission européenne de directive sur le devoir de vigilance, qui vient s'intégrer dans peut-être une chose dont on n'a pas parlé, mais qui est un élément extrêmement important pour lier à la fois développement économique, développement social et développement écologique, qui est la responsabilité sociétale des entreprises. Et ça, c'est vrai que c'est un modèle qui actuellement est très valorisé par le Green Deal. On évoquait aussi tout à l'heure la place des citoyens, il y a aussi la place des territoires. Les territoires ne vont pas sortir gagnants de la transition écologique. Et du coup, il y a quelque chose qui est très nouveau par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, l'idée que l'Europe sociale a toujours été extrêmement complexe. C'est la première fois avec le Green Deal que l'ambition est de faire finalement cette transition dite juste dans les territoires. Et il y a un fonds qui a été mis en place, qui s'appelle le Fonds de transition juste, dont l'idée c'est de financer des projets de reconversion et d'aide à des territoires qui devront fermer des mines de charbon par exemple. Donc ça, ce sont des éléments qui me semblent importants. Alors après, quelle institution est leader? Il est clair que la Commission européenne a fait du Green Deal la ligne directrice de sa politique. Et comme l'a rappelé effectivement la présidente von der Leyen au discours sur l'état de l'Union il y a quelques jours au Parlement européen à Strasbourg, l'idée effectivement c'est d'aller vers cette transition verte et juste. Et l'autre élément qui est important, c'est que le Conseil européen, donc la réunion des chefs d'État et de gouvernement, est allé aussi dans le sens qui est pour le moment inédit dans le monde, hein, qui est de rendre la transition climatique obligatoire à horizon 2050 avec cette obligation de neutralité climatique. Et ça, c'est la première fois que c'est inscrit juridiquement dans des textes. Alors l'idée, évidemment, qu'il y a derrière, c'est de contraindre les politiques à aller dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'on voit au niveau des
des juridictions nationales, toute une série de juridictions qui disent que pour atteindre ces objectifs, il faut une trajectoire et que ces trajectoires deviennent obligatoires pour les États. Donc il y a une pression très forte qui est exercée par beaucoup de juridictions, y compris le Conseil d'État français, dans cette direction-là. Donc je pense que c'est peut-être aussi quelque chose à avoir à l'esprit. Le Green Deal, c'est vraiment un ensemble de politiques qui vont toutes vers cet objectif. Et à ma connaissance, c'est la première fois effectivement que toutes les politiques vont dans un sens qui est commun à l'ensemble de l'Union européenne, avec bien entendu des difficultés. Et l'une des difficultés qu'il va falloir qu'on affronte, c'est l'augmentation, les prix qui flambent littéralement, en particulier les prix du gaz. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui va reposer cette question du lien entre le développement économique, la protection environnementale et la dimension sociale. Merci beaucoup Madame Bérode et merci d'avoir parlé du fonds de transition juste. Effectivement, on parlait des inégalités, mais ce fonds, sur le principe, doit réduire aussi les inégalités entre les différents territoires de l'Union européenne. Donc merci d'avoir fait ce lien. Je propose maintenant qu'on passe à la partie dédiée aux perspectives. Donc, on va se projeter dans le futur proche. Et je commence avec une question pour Monsieur Desbordes. Quelles sont les prochaines étapes à franchir pour commencer à progresser vers cette union sociale dont on vient de parler? Je commencerai juste par une triple réaction à ce qui vient d'être dit, qui porte sur les trois instruments de politique économique que l'on a évoqués. J'entends par là la fiscalité, les outils protectionnistes ou de barrières douanières, etc. et la question des éco-conditionnalités. Sur ces trois outils, pardonnez-moi, mais on n'est pas à la hauteur. Ils sont massivement sous-utilisés par l'Union européenne. Je suis d'accord avec Madame Béraud, le momentum est là, l'esprit est là, et c'est vrai que c'est extraordinaire de voir que ça touche autant de textes, autant de décideurs, autant de débats publics. Mais pour autant, le compte n'y est pas en termes de timing. Ces trois outils, on les connaît. La fiscalité, premier élément. Il y a quand même une hypocrisie qui n'est pas acceptable. Dans le débat public, on le voit beaucoup, on l'a vu au moment des Gilets jaunes, etc. C'est de sous-entendre que c'est la fiscalité verte qui va provoquer des troubles sociaux, ou que c'est la fiscalité verte qui va déstabiliser nos sociétés. Alors que c'est l'inverse. On a des dizaines, des centaines d'années de fiscalité qui ont créé les conditions des crises d'aujourd'hui. Et ce n'était pas de la fiscalité verte, par des mauvais investissements à mauvais escient, etc., etc. Donc on ne peut pas laisser dire qu'avec quelques pourcents dans le paquet global de la fiscalité, c'est elle qui va déstabiliser un équilibre où tout allait bien auparavant. Deuxième outil, la question du protectionnisme. J'entends, monsieur, vous parler de protectionnisme vert, mais là aussi, pardon, mais ce qu'on a vécu massivement et ce qu'on vit encore aujourd'hui, c'est un protectionnisme fossile. C'est pas un protectionnisme vert. Il y a des centaines de milliards d'euros de subventions qui faussent donc les mécanismes de marché aux énergies fossiles par le monde, qui touchent des centaines de millions de consommateurs et des dizaines de pays. Donc là aussi, notre principal sujet, il n'est pas de donner l'alerte sur un soi-disant protectionnisme vert qui arriverait dans le commerce international, mais bien au contraire de démanteler le protectionnisme fossile qui est d'une grande hypocrisie puisqu'il prétend faire jouer les mécanismes de marché tout en les faussant au détriment de la planète. Et enfin, troisième point sur l'éco-conditionnalité, là aussi j'insiste, je crois que beaucoup de sciences économiques, et c'est heureux, est disponible, mais qu'elle est massivement sous-utilisée par les décideurs européens. Le Parlement européen fait de son mieux pour cela, mais malheureusement, quand il s'agit de négocier avec tous les États, on arrive souvent à des actions de lobbying qui empêchent qu'une véritable éco-conditionnalité basée sur la science du climat, la science de l'ACV, Monsieur Furet en a parlé, l'analyse du cycle de vie, etc., puissent être les éléments opposables qui déterminent l'éco-conditionnalité. Voilà les trois points que je voulais évoquer. Et juste pour répondre à votre question, dans l'avenir de ce qu'on pourrait travailler en termes de Green Deal européen, nous, on voudrait proposer deux mécanismes qui sont connus, mais qui sont sous-utilisés là aussi. Premièrement, la question des dispositifs des accords volontaires de branche. Vous pouvez faire beaucoup pour l'Europe verte, pour l'Europe écologique demain,
en créant des accords entre partenaires, multi-acteurs, dans une branche donnée. C'est ce que les Pays-Bas ont fait massivement dans les années 80-90 pour éviter de réglementer trop brutalement. Ils ont mis autour de la table telle ou telle branche avec des objectifs écologiques et avec une fiscalité qui était uniquement comme une menace incitative. Si vous n'arrivez pas à améliorer vos process, à diminuer votre empreinte carbone, à diminuer vos rejets polluants, etc., peu à peu, la fiscalité va s'élever sur tel ou tel bien ou sur tel ou tel service. C'est une excellente idée. Nous y travaillons, nous, dans certaines catégories qui impliquent les commodités agricoles. Mais ces accords écologiques pourraient être promus et démultipliés au niveau européen. Ils ont le très grand avantage d'embarquer tout le monde. Et quand vous embarquez tout le monde avec un horizon clair sur 10 ans, et avec potentiellement une fiscalité qui viendra jouer la voiture balai, vous avez beaucoup plus de chances de remporter l'adhésion des acteurs économiques. Et le deuxième outil, et là c'est pas un plaidoyer pro domo, il est bien connu de beaucoup d'économistes et de décideurs publics, ce sont les certifications volontaires. Une certification volontaire, si elle est promue par les pouvoirs publics, je pense à des labels, etc., elle permet d'implémenter dans tel ou tel secteur progressivement des mieux-être écologiques, économiques et environnementaux sans brutaliser la chose, entre guillemets, par une réglementation. Et on voit bien que les réglementations, bien souvent, sont détricotées, alors que de préparer des phases de transition grâce à la massification de la certification bio, par exemple, grâce à la diffusion de la certification commerce équitable que nous portons avec d'autres, c'est-à-dire qui garantit une sécurité économique aux producteurs, ce seraient des passerelles de transition plus douces et extrêmement efficaces pour faire évoluer l'économie de l'Union vers plus de durabilité. Merci beaucoup, Monsieur Desbordes. Merci pour vos réactions et vos petites provocations, en quelque sorte. Et je vais donc proposer aux invités qui sont ici physiquement peut-être de réagir à ce que vient de dire Monsieur Desbordes. Peut-être Monsieur Marcilly sur le protectionnisme fossile, parce que vous parliez justement de protectionnisme écologique tout à l'heure, et Monsieur Desbordes vous a proposé ce concept-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, il a tout à fait raison sur le fond. C'est-à-dire que quand on regarde historiquement dans quel secteur finalement le nombre de mesures protectionnistes a été le plus élevé dans le monde, il y a différentes périodes. C'est-à-dire que pendant longtemps, ça a été du protectionnisme qui a touché les biens agricoles. Hein, on le sait en Europe. Et puis ça a changé au cours des 10-15 dernières années, notamment à la suite de la crise de 2008-2009, où là, quand on regarde un peu le nombre de mesures protectionnistes prises dans le monde, ça touche principalement des secteurs d'activité comme la métallurgie ou l'automobile. Donc c'est tout à fait juste. Après, mon point, il était simplement de dire que, évidemment, toute taxation peut avoir un impact sur le consommateur, et ces impacts secondaires indésirés qu'on a mal anticipés dans le cas des gilets jaunes, qu'il faut cette fois-ci avoir en tête quand on décidera si on décide ce type de mesure. Très bien, merci beaucoup. Peut-être revenons un instant sur l'économie circulaire, Monsieur Furet. Quels outils économiques faudrait-il mettre en œuvre pour un Green Deal, Fair Deal, pour les industriels ? Et quel levier faudrait-il pour accélérer le déploiement de l'économie circulaire ? Au-delà des dispositifs fiscaux, on l'a vu, qui peuvent protéger certaines initiatives, en fait, on a un enjeu d'évolution de nos modes de consommation. Et donc, ça rejoint à la fois notre sujet de sensibilisation, d'éducation, d'information du consommateur, qui doit être le plus possible harmonisé au niveau européen, parce que si on n'a pas les clés de compréhension de l'impact de notre consommation, on ne peut pas agir. Et on sait aujourd'hui que nos citoyens, ils ont envie d'agir, ils sont engagés, ils veulent évoluer et maîtriser leur impact environnemental, mais s'ils n'ont pas les clés pour connaître exactement quel est l'impact de leur mode de consommation ou de leur mode de vie, eh bien, ils ne peuvent pas agir dans le bon sens. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Ensuite, on l'a dit, il y a d'autres acteurs impliqués au-delà des territoires, ce sont les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont également envie de s'engager parce que, par exemple, les entreprises de la grande consommation, elles répondent aux besoins et aux envies et aux attentes de leurs consommateurs et de leurs clients. Donc, si leurs consommateurs ont envie de s'engager, elles aussi, elles ont envie de s'engager.
Et ce mouvement et la pression dont je parlais tout à l'heure environnementale, tout le monde en a conscience et les entreprises en ont conscience. Et à partir du moment où tout le monde veut agir, il faut aider chacun à pouvoir franchir le pas. Et je le disais tout à l'heure, sur les entreprises, ça veut dire aider à porter des investissements importants, qui peut être sous forme de financement, mais et faciliter le financement. Et là, la taxonomie peut être un outil intéressant pour orienter vers des entreprises et des économies circulaires les investissements et les fonds privés qui peuvent aider au développement de ces activités. Ça, c'est important parce que c'est ce qui rendra aussi acceptable. Il n'y a pas que le coût, en effet, de la fiscalité qui peut avoir un impact sur le consommateur, il y a aussi le coût de production. Et ce dont on parle va renchérir ou peut renchérir le coût de production si les industriels sont les seuls à porter les investissements nécessaires. Et là, on peut être à la fois sur les industriels de la grande consommation qui produisent et qui commercialisent, mais aussi on peut être sur les collecteurs, les recycleurs, les opérateurs du déchet dont je parlais tout à l'heure, qui sont partie intégrante de la chaîne, et donc la chaîne finance les coûts. Et donc, c'est tous ces acteurs industriels-là qu'il faut aider à porter les investissements pour nous permettre de changer nos modes et nos impacts en fait, environnementaux. Merci beaucoup, monsieur. Peut-être je vais me tourner doucement vers la question sociale. Monsieur, merci à nouveau. Va-t-on continuer, l'Union européenne va-t-elle continuer à mettre de la dette en commun? Parce que ça a été fait justement en réponse à la crise de la Covid. Est-ce que c'est quelque chose qui va être pérennisé? C'est la grande question aujourd'hui. Alors c'est vrai pour la petite histoire, on a beaucoup dit que c'était la première fois qu'on mettait de la dette en commun au sein de l'Union européenne. Pas exactement. Il y avait quand même eu certains mécanismes d'obligations dites communautaires à la fin des années 1970, au début des années 1980, à la suite de la crise pétrolière, pour des montants beaucoup moins élevés que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans le débat public, ces mécanismes ont été quasiment oubliés. Donc, mais c'est quand même un grand changement. Le fait que des pays comme l'Allemagne et d'autres, finalement, soient d'accord pour, dans le cadre de cette crise très spécifique, certes, à mettre en place ce type d'instrument, c'est une grande nouveauté. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça va perdurer ? Il y a un débat public, notamment par exemple en Allemagne en ce moment, dans le cadre des élections, et on sent quand même que la réflexion a tendance à évoluer, même en Allemagne, où il y a beaucoup de débats. Donc, ce qui veut dire qu'avant, ça faisait consensus pour qu'il n'y ait pas de dette en commun. Maintenant, on sent que c'est un sujet qui fait débat, même en Allemagne, et que les réflexions commencent à évoluer. Donc, ça a été mis en place dans le cadre de cette crise. La question, c'est est-ce que ça peut être pérennisé ? Ça risque quand même d'être compliqué. Ça va dépendre de la composition du gouvernement allemand, et ce sera sans doute une coalition avec plusieurs partis, dont au moins un qui reste très, très défavorable. Donc c'est ça aujourd'hui le principal point d'interrogation. Mais si on regarde le raisonnement qui a permis la mise en place de ce type d'instrument, c'est-à-dire une crise unique d'une ampleur considérable et qui touche tout le monde de manière uniforme. Dit autrement, il n'y a pas d'aléa moral comme certains pays avaient pu le dire au sujet de la Grèce ou d'autres pays pour la crise dette souveraine. On peut appliquer ce type de raisonnement pour le choc climatique ou environnemental. C'est-à-dire que c'est une crise qui est brutale, qu'il faut gérer aujourd'hui et qui touche tout le monde de manière uniforme sans qu'on soit fautif, entre guillemets, ou alors pas certains plus que d'autres. Et donc, à partir du moment où on a ouvert la porte avec ce type d'instrument, il y a la possibilité pour qu'on trouve un compromis pour le pérenniser. En tout cas, on a l'impression que la réflexion est en cours, y compris en Allemagne, où les esprits changent à ce sujet. Merci beaucoup pour cette réponse. D'ailleurs, en parlant de pérennisation d'instruments européens mis en place justement face à la crise, j'ai une question pour Madame Béraud. L'instrument européen de soutien temporaire à l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence donc, a été mis en place pour aider les États à répondre à des mesures comme par exemple le chômage partiel. Un tel mécanisme est-il activable aussi dans d'autres crises européennes ?
Merci beaucoup pour cette question, parce que c'est peut-être un des aspects de l'intervention de l'Union européenne qu'on a moins ressenti directement en France, parce qu'on avait déjà des mécanismes qui permettaient ce soutien effectivement aux entreprises et qui a été largement utilisé par le système français. Mais le système SURE que vous évoquez a beaucoup aidé dans beaucoup d'États européens. Alors, ce système, effectivement, il est réfléchi depuis avant la crise. La commission Juncker avait déjà permis de faire avancer un certain nombre de discussions sur le sujet. Je pense qu'après la crise sanitaire, ce système pourrait être discuté pour venir soutenir en fait les systèmes d'assurance chômage des États membres. Pas du tout pour les remplacer, à mon sens pas non plus pour les harmoniser, parce que ces systèmes sont très hétérogènes actuellement en Europe. Je ne pense pas qu'il y ait un accord politique pour qu'on aille vers une harmonisation. En revanche, il est possible d'envisager une pérennisation de ce type de système qui repose sur effectivement l'emprunt commun, pour venir soutenir les systèmes nationaux en cas de crise qui pourraient être des crises sanitaires, qui pourraient être des crises écologiques et qui pourraient être des crises sociales de grande ampleur. Dans ce sens-là, oui, probablement qu'il y a une marge aujourd'hui de discussion qu'il n'y avait pas, ou en tout cas moins facilement avant la crise sanitaire. D'accord, merci beaucoup Madame pour cette perspective. Et peut-être le mot de la fin pour Monsieur Goulon. Donc on va ouvrir aussi, disons géographiquement, ce débat, parce que je vais vous poser une question sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'UE. Quel avenir pour ce mécanisme, à votre avis ? Alors, le mécanisme d'ajustement carbone, c'est un mécanisme extrêmement intéressant qui est un peu au cœur de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, des débats qu'on a eus sur l'impact des mesures environnementales au sein de l'Union européenne. Est-ce que ça pouvait conduire finalement à des délocalisations, à des achats de matières premières en dehors de l'Union, dans des pays qui finalement imposeraient moins de contraintes que les pays européens. Et donc ce mécanisme d'ajustement carbone, il est finalement assez intelligent quelque part. On pourrait le concevoir comme une mesure protectionniste, puisque ça consiste en quoi ce mécanisme ? Ça consiste à dire, en Europe, on impose un certain nombre de normes qui peut-être renchérissent le coût des matières premières et le coût des biens qui sont fabriqués en Europe. Et donc par conséquent, quand on va importer des pays qui n'imposent pas les mêmes normes, eh bien on va rajouter ou imposer à l'entrée de l'Union européenne finalement le coût carbone qui n'a pas été supporté lors de la fabrication de ces produits. Donc finalement, c'est pour ça qu'on appelle ça un mécanisme d'ajustement carbone. Donc on réintègre dans le coût d'entrée des produits dans l'Union européenne le coût carbone qui n'a pas été supporté à l'origine. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que justement pour éviter ce protectionnisme, on dit si le producteur et l'acquéreur européen arrivent à démontrer qu'un coût carbone a été supporté parce qu'il y a des mesures équivalentes dans le pays de production, parce qu'il y a une fiscalité, parce qu'il y a des normes, etc., dans ce cas-là, on va pouvoir le déduire. Donc finalement, c'est un mécanisme assez intéressant, je trouve, conceptuellement, puisqu'il tente à étendre finalement, et c'est ça l'objet finalement de la fiscalité et des mesures environnementales, plus elles sont larges, et si on arrivait dans un monde idéal à avoir des normes ou de la fiscalité au niveau mondial, ce serait le Graal quelque part. Donc avec ce mécanisme de crédit ou de déduction des coûts carbone qui auraient déjà été supportés localement, je trouve qu'on arrive à un mécanisme intéressant. Donc moi j'y crois beaucoup. Après, est-ce que ça va être... là encore, pour revenir au sujet tout à l'heure, est-ce qu'on est assez ambitieux en matière d'ajustement carbone ? Ça ne va entrer en vigueur qu'au 1er janvier 2023. Pendant 3 ans, il n'y aura qu'une obligation déclarative pour les importateurs. Donc au mieux, on parlera d'un véritable mécanisme d'ajustement au 1er janvier 2026. Donc là encore, on pourrait se dire... Sur le papier, c'est intéressant, mais est-ce qu'on est assez ambitieux ? Et c'est là que j'ai un petit doute. Je pense qu'on pourrait faire plus rapidement. D'accord, merci beaucoup monsieur. Donc on revient sur la question de l'ampleur des ambitions et je pense qu'on reviendra là-dessus aussi dans la partie dédiée aux réponses aux questions des participants que je vais peut-être vous proposer d'ouvrir parce qu'on a 2 premières questions qui nous arrivent du public. Donc la première question, c'est Olivier
Koch-Mathian qui va nous la poser. Est-ce qu'il est connecté? Olivier, oui, bonjour. Connecté, oui. Oui. Bonjour. Non, j'avais effectivement une question pour les participants. Alors, c'était pour revenir un peu sur les aspects du développement durable. On a beaucoup parlé des aspects économiques, sociaux, environnementaux. Ma question et mon point est plutôt sur un autre pilier qu'on ajoute souvent, qui est la gouvernance. Et actuellement, on observe une montée des nationalismes dans beaucoup de pays européens, qui très souvent rejettent l'Union européenne. Et l'une des raisons est la perte de souveraineté supposée et l'importance des lobbies dans les institutions. L'Europe s'est construite sur un projet de paix et de stabilité, d'un point de vue un peu fonctionnaliste, avec une grande influence des économistes de l'offre. Et ce sont des approches qui sont très lointaines aujourd'hui pour les gens, et notamment les classes insécurisées, qui peuvent être méfiantes vis-à-vis de ces aspects. Comment aujourd'hui construire un vrai projet commun et durable pour l'Europe, protéger un peu de la recherche de rente et des lobbies pour réconcilier les citoyens avec cette institution et limiter le risque d'implosion complète de l'institution qui présenterait un grand risque pour la stabilité et la durabilité de l'Europe. Merci beaucoup, Olivier. Qui souhaiterait réagir à cette question? Messieurs, ou peut-être nos intervenants qui nous ont rejoints en vidéo. Donc le sujet de l'Union européenne. Oui, Madame Béraud. Si vous m'entendez, voilà. Non, l'idée, je pense qu'effectivement, ça fait partie des grandes interrogations sur l'Europe. Il y a peut-être une chose qu'on a peu évoquée et qui serait important pour commencer à répondre à la question. C'est le développement de la souveraineté technologique européenne, l'ensemble des actions qui sont portées par le commissaire Breton et qu'on voit déjà apparaître dans le secteur médicaments, recherche médicamenteuse et vaccinale. Donc je pense que l'Union européenne effectivement a changé considérablement sa vision de la politique industrielle. Alors juste avant la crise, mais ça a été considérablement évidemment accéléré par la crise sanitaire, parce que cette crise sanitaire a finalement agi comme prise de conscience d'un problème qu'on connaissait bien avant, mais qui, je pense, était moins prise en compte par le grand public, qui était la question de la dépendance de l'Union européenne pour les médicaments, pour les masques, pour toute une série de choses. Dépendance qu'on continue d'ailleurs à voir aujourd'hui avec le problème des semi-conducteurs. Et donc ça, je pense qu'effectivement, c'est un problème que l'Union européenne entend. L'idée aussi d'avoir un Green Deal qui ne laisse personne de côté, c'est quelque chose d'assez nouveau aussi pour l'Union européenne. On s'éloigne quand même de l'idée que le libre-échange va permettre un peu mécaniquement une hausse des différentes richesses des États et donc une hausse globale du bien-être. Je crois qu'on voit quand même apparaître ces instruments de protection. Évidemment, la question qui reste posée, c'est de savoir jusqu'où on va. Et là-dessus, on l'évoquait avec le protectionnisme environnemental. La question, c'est effectivement comment est-ce que l'Union européenne protège ces normes extrêmement contraignantes au niveau environnemental et social dans le commerce international. Et là, il y a à la fois une question de protectionnisme et puis une question de crédibilité internationale des choix européens. Et ça, c'est un vrai enjeu politique. Merci beaucoup, Madame Béraud. Je vois que monsieur veut réagir. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et j'ai tendance à penser, peut-être naïvement, ou parce que je suis d'une nature optimiste, que ce dont on est en train de parler aujourd'hui, ça contribue finalement à une nouvelle adhésion des citoyens au projet européen. Parce que on s'éloigne de la vision peut-être un peu, je dirais, entre guillemets, populiste, qui consiste à dire que l'Europe est finalement un machin administratif. Là, on est en train de parler de choses tangibles, crédibles, qui ont vocation à impacter, je dirais, le bien-être des générations présentes et futures. Donc, quelque part, là, ce dont on est en train de parler, c'est un sujet fondamental et qui, à mon avis, ne peut être adressé qu'au niveau européen, en fait.
Oui. Donc j'espère que ça va créer une nouvelle adhésion. Oui, et puis même le fait symbolique, Ursula von der Leyen ait consacré une année à la jeunesse européenne, c'est aussi un effort de justement stimuler cette adhésion au projet européen qui de temps en temps est plus faible. Je voyais des volontés de réaction. Oui, monsieur. Très rapidement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est vrai que, comme le disait très justement la personne qui posait la question, une des raisons du désamour entre certains citoyens européens et l'Europe au sens large, c'est peut-être le manque de concret des actions européennes. Et c'est vrai que les succès européens, comme la politique de la concurrence, c'est difficile à expliquer aux citoyens. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une opportunité avec l'environnement, parce que c'est assez facile, peut-être plus, de montrer les conséquences concrètes. La rénovation thermique d'un bâtiment, c'est facile de dire que ça a un impact à la fois sur votre bien-être social, économique, parce que vous allez payer moins de factures, etc. Alors, aux États-Unis, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, beaucoup de personnes se sont moquées du précédent président qui avait estampillé ses chèques de relance, chèques Trump sur le sujet. Mais pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, on pourrait très bien imaginer des incitations à travers des chèques ciblés, estampillés chèques européens. Oui. Et typiquement, c'est le genre de mesure concrète qui pourrait permettre de réconcilier, entre guillemets, ces citoyens un peu déçus, frustrés avec l'Europe. Donc donner plus de concret. Exactement. Très bien. Pour compléter en 2 mots, l'Europe a certainement été vue et critiquée pour son côté technocratique. Et l'engagement environnemental, c'est une possibilité aussi d'avoir un discours plus politique, plus engageant, plus rassembleur en fait des enjeux des Européens. Et donc en ça, je pense que ça peut être un bon sujet pour réconcilier les citoyens avec l'Europe. Très bien. Donc, on a des réactions un peu plus optimistes par rapport au doute initial de l'ambition du pacte vert. Finalement, ça envoie un message très fort aux Européens et particulièrement aux jeunes qui ont besoin d'être mobilisés autour de ce projet. Je crois qu'on a une autre question du public de la part de Eric. Est-ce que Eric est avec nous ? Au sujet du recyclage et des emballages plastiques. Donc, je crois que Monsieur Furet pourra y répondre. Donc, je lis la question. Très bien, je vais lire la question. Eh bien, je vais la repiocher. Voilà. Au-delà du recyclage, ne faudrait-il pas diminuer la production d'emballages plastiques dont la quantité ne fait que croître depuis des décennies ? Monsieur Furet. Merci pour cette question. C'est vrai que les emballages augmentent, mais ils suivent la courbe de la consommation, en fait. La consommation augmente. Et on est sur des modes de consommation, notamment en France, de plus en plus individuels. On cuisine de moins en moins à la maison, on est souvent pris à l'extérieur, en tout cas dans les grandes métropoles. Et donc on a des modes de consommation, et j'en parlais tout à l'heure, qui doivent évoluer. Oui, une entreprise comme Citeo, elle travaille en priorité sur la réduction du nombre d'emballages, de leur poids, on parlait de réemploi tout à l'heure. Il faut essayer de trouver dans certains cas, quand le réemploi a un effet positif sur l'environnement, il faut l'inscrire dans nos modes de consommation en complémentarité du recyclage. Et il faut aller aussi développer ce que je disais tout à l'heure sur le recyclage, et notamment sur le plastique. On doit encore aller investir sur des filières de recyclage, et on a des technologies aujourd'hui innovantes qui peuvent nous permettre de faire d'énormes progrès. Je pense notamment au recyclage chimique, qui peuvent nous permettre de faire des progrès sur la recyclabilité et la réutilisation de cette matière. Donc oui, il faut bien agir sur tous les niveaux, réduction, réemploi, recyclage. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que d'autres intervenants de notre panel souhaitent prendre la parole à ce sujet ou on va peut-être passer à une autre question. Je vais me permettre de la poser de ma part, car je n'ai pas reçu d'autres questions pour le moment de la part du public. Une question que je voulais poser au sujet de l'assurance chômage au niveau de la zone euro. Donc, je m'adresse à Madame Béraud. Va-t-on avoir une assurance chômage dans la zone euro et une telle assurance serait-elle articulable avec la subsidiarité ?
Alors, je l'évoquais rapidement tout à l'heure, mais je pense qu'une assurance chômage au niveau de l'Union européenne est probablement pas envisageable, ni du point de vue politique, ni du point de vue d'ailleurs même des compétences de l'Union européenne, parce que ça c'est peut-être à rappeler, hein, la crise sanitaire, elle nous a permis de constater que quand il y a un problème, les citoyens demandent assez rapidement plus d'Europe, ce qui a été le cas de l'Europe de la santé. Ça ne veut pas dire pour autant que l'Union européenne ait la compétence sur tout. Et que pour arriver à trouver une réponse à votre question, il faut articuler en fait le niveau européen et le niveau national. Je pense plus que de créer un instrument qui serait un instrument proprement européen. L'Europe n'ayant vraisemblablement pas non plus le budget pour faire ça. Donc la clé, c'est certainement de travailler sur, et ça c'est pleinement conforme avec le principe de subsidiarité, sur cette articulation, et de faire ce que j'évoquais tout à l'heure, mais en dehors de la crise sanitaire, c'est-à-dire d'étendre les possibilités en cas de crise systémique, donc qui sont vraiment des crises qui impliqueraient l'ensemble des États membres ou une partie significative des États membres, d'avoir un mécanisme au niveau de l'Union européenne pour venir soutenir les assurances chômage sur le modèle du mécanisme SURE qu'on évoquait tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup Madame Béraud. On n'a toujours pas d'autres questions du public, donc si vous le souhaitez, Monsieur Desbordes, excusez-moi, je ne vous vois pas, donc je vous donne la parole maintenant, on me le signale par l'oreillette. Oui, merci. Je voulais aussi rebondir sur plusieurs des questions concernant le projet européen. Il me semble que une des raisons du désamour de l'opinion publique européenne envers le projet européen est aussi dans la question du moins-disant social. Les citoyens européens n'ont pas voté depuis 40 ans pour que l'Union soit une course à la moins-disance sociale, c'est-à-dire que d'autres au sein de l'Union ou à l'extérieur fabriquent les mêmes produits qu'eux, rendent les mêmes services qu'eux, pour des salaires inférieurs et pour des conditions de travail dégradées ou une pollution supérieure de l'environnement. Et je crois qu'un des ciments de la confiance retrouvée dans le projet de l'Union, et le Green Deal peut y aider, serait de dire, certes, nous sommes la zone de consommation les plus importante au monde, un marché extraordinaire, mais c'est un marché qui va promouvoir la consommation responsable. Nous allons inventer, comme ça a été dit tout à l'heure, les mécanismes d'ajustement carbone, les mécanismes d'ajustement pesticides, les mécanismes d'ajustement anti-pauvreté qui redonneront confiance aux consommateurs et aux citoyens européens en se disant, au moins dans cette zone du monde, eh bien, ma consommation n'est pas assise sur la misère d'autrui ou sur la destruction de la planète. Un exemple très concret. On a fait calculer par des bureaux d'études très savants l'impact social et environnemental d'un kilo de banane. Ça rejoint ce que disait monsieur sur la théorie pigovienne des externalités négatives ou positives. Eh bien, nous avons mesuré que quand un consommateur européen achète 1 kilo de banane, autour de 2 euros, 2 dollars, il va avoir 7 euros d'impact négatif ailleurs. En extrême pauvreté, en pollution, en consommation excessive d'eau, etc., etc. Donc vous achetez un produit 2 euros et vous générez par votre acte 7 euros d'impact négatif. Et nous, on a la chance, avec d'autres certifications, d'essayer de proposer des cahiers des charges qui diminuent. Donc quand, par exemple, un consommateur européen décide de prendre une banane labellisée commerce équitable, il va diviser par 2 cet impact négatif. Donc il va avoir un impact personnel, par son geste d'achat, de 3,5 $ directement à l'autre bout du monde pour protéger une nappe phréatique, dans une autre région pour empêcher un épandage excessif de pesticides, ou enfin ailleurs pour réduire l'extrême pauvreté des gens qui fabriquent les produits qu'ils consomment tous les jours, comme la banane. Et dernier exemple, est-ce que vous savez, mesdames et messieurs, et est-ce que le consommateur européen sait que 95% du chocolat qu'il consomme, pour ses enfants, pour les fêtes, pour les confiseries, est très probablement fabriqué par des enfants.
Est-ce que nous avons conscience de ça? Et est-ce que le projet européen, qui est un projet humaniste, un projet d'élévation des standards sociaux et environnementaux et de la civilisation, je dirais, économique, d'une économie régulée, est-ce que ce projet est compatible avec le fait que 95% du chocolat consommé dans le territoire de l'Union est très probablement cultivé en partie ou transformé par des enfants? Sans doute pas, d'où justement l'importance de communiquer avec les citoyens européens. C'est une question qu'on avait abordée au cours de nos échanges avant, un manque de communication sur les réalisations concrètes et aussi sur les contradictions au sein de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir à ce que vient de dire notre intervenant. J'invite aussi les participants qui nous suivent en ligne à préparer d'autres questions. On a encore 5-7 minutes si vous souhaitez revenir sur des sujets qu'on a abordés aujourd'hui, et les sujets étaient nombreux. Et puis sinon, on peut continuer justement sur ce problème de confiance envers l'Union européenne, qui ne communique pas peut-être suffisamment sur les mesures qu'elle a mises en place pour protéger l'environnement à l'échelle de l'UE. On parlait... Oui, Madame Béraud. Voilà, par rapport à ce qui vient d'être dit, il y a quelque chose qui est très important. Effectivement, l'un des enjeux, je pense, au-delà de la communication, c'est la responsabilité des entreprises. C'est-à-dire que si on va aussi vers un système où les entreprises s'engagent en Europe pour en fait faire fabriquer dans des États où ce sont les enfants qui fabriquent le chocolat, c'est là où il y a un vrai problème juridique. D'où l'importance d'une négociation dont je pense peut-être on le verra, parce que je pense que c'est l'un des éléments que va mettre en avant la présidence française de l'Union européenne, c'est la directive sur le devoir de vigilance. La France est pionnier dans ce domaine, et l'idée c'est d'étendre ce devoir de vigilance, c'est-à-dire finalement la responsabilité de l'entreprise sur l'ensemble de sa chaîne de sous-traitance, de filiales, etc., de respect des droits humains et de la protection environnementale. Ça, je pense que c'est un premier élément. Il y a peut-être aussi, dans ce qu'on a évoqué, en particulier le changement d'un protectionnisme fossile vers un protectionnisme écologique, un instrument qui est actuellement en cours de discussion, et avec une discussion qui est complexe, en particulier au niveau français, c'est celui de la taxonomie verte, c'est-à-dire d'orienter petit à petit les financements publics mais aussi privés vers des activités vertes et plus des activités fossiles. Alors d'ores et déjà, ça condamne le charbon en fait dans l'Union européenne, et la question se pose de savoir si on considère, et c'est pour ça que je disais que c'était un problème important pour la France, si on considère que le nucléaire est une activité verte. Alors, vaste question à laquelle je ne répondrai pas, mais je pense que c'est important qu'on ait peut-être ça aussi à l'esprit dans les négociations actuelles de l'Union européenne. Oui, effectivement. Oui, je vous vois. Vous voulez réagir, monsieur? Je vous laisse la parole. Oui, une petite réaction sur l'engagement des entreprises et où l'Europe pourrait agir. La France a mis en place une évolution de la réglementation qui a créé l'entreprise à mission, qui permet aux entreprises d'inscrire dans leur statut des engagements à la fois environnementaux et sociaux. Et je pense qu'on gagnerait, ce qui amène une responsabilité en fait des dirigeants des entreprises, et donc ça en lien avec l'intérêt social également. Donc c'est extrêmement fort comme outil d'engagement des entreprises, et je pense que l'Europe gagnerait à mettre en place un dispositif similaire à celui mis en France, que je trouve très ambitieux. Très bien, merci pour cette réaction sur les dirigeants des entreprises. D'ailleurs, j'ai une question qui m'est arrivée par écrit. Pourquoi parlons-nous du client qui achète plus que du vendeur ? Je vous redonne cette question et ensuite je laisserai la parole aux autres intervenants. Je vais faire très vite, peut-être parce qu'il y a dans l'économie un dispositif de l'offre et de la demande, et qu'à un moment donné, il faut que les deux se rencontrent. Et je crois qu'aujourd'hui, les deux se rencontrent. C'est-à-dire qu'il y a des attentes des consommateurs qui veulent s'engager
sur l'impact environnemental de leur consommation. Il y a des entreprises qui veulent s'engager également sur cet impact, mais aussi pour répondre à l'engagement de leurs clients et à leurs attentes. Très bien. Merci beaucoup pour cette précision. Je crois que M. Desbordes veut aussi prendre la parole. Oui. Je peux le faire, effectivement. La question de l'offre et la demande, je suis tout à fait d'accord. C'est une danse qui se danse à deux. Et entre l'offre et la demande, il y a un aller-retour permanent où on le constate très concrètement quand les produits responsables arrivent. Encore faut-il qu'ils soient bien positionnés pour que les consommateurs européens puissent les acquérir, soit les trouver en termes de disponibilité, soit bien souvent en termes de positionnement de prix. Et là, je dois dire de manière plus optimiste que ça bouge. Et pour répondre à l'intervenant qui a posé la question, à l'auditeur qui a posé la question, c'est vraiment l'un et l'autre. Et les consommateurs ont un pouvoir dont ils ignorent la puissance, beaucoup trop. On pense être un parmi des millions, on pense que nous, tout seuls, dans notre magasin de proximité, ça ne changera pas la donne. Je peux vous démontrer, je n'ai pas le temps de le faire là, mais je peux vous démontrer économiquement que ça change la donne. Chaque geste de consommation d'un consommateur européen, ils sont plus de 400 millions, est observé à la loupe. Pourquoi? Parce que la concurrence est rude, nous sommes un marché très concurrentiel et qu'à la moindre inflexion, la moindre plus-value sur un produit environnemental, social, de contenu, etc., est scrutée à la loupe par l'ensemble des responsables des entreprises qui le mettent sur le marché. Et si vous encouragez par votre geste une plus-value sociale, environnementale, déployée au niveau notamment européen, ou le refus de normes sociales quand vous avez un t-shirt à 2 € qui vous vient du fin fond de l'Asie, je peux déjà vous le dire, il n'y a pas besoin d'un label pour ça. Ne l'achetez pas, vous générez de la misère par votre acte. Donc oui, les entreprises doivent être responsabilisées autant que les consommateurs, mais c'est encore une fois une danse qui se danse à deux, et faisons chacun à notre place le geste qui peut tout changer. Oui, donc c'est un effort qui doit venir de chaque côté. Merci beaucoup, monsieur. Et je crois qu'on a encore une question, et je pense que ce sera la dernière question de cette table ronde. Il y a Olivier qui voulait demander quelque chose sur les critères sociaux et environnementaux. Est-ce qu'il veut la poser par vidéo? Oui. Oui, allez-y, Olivier. Pas de souci, merci beaucoup. Non, ma question, c'est vrai. Effectivement, on parle beaucoup. Il y a beaucoup de débats sur le fait qu'il faudrait changer les indicateurs de prospérité et notamment la croissance du PIB peut-être vers des indicateurs plus sociaux, environnementaux, etc. C'est une idée qui est très débattue actuellement, on l'a vu, et certains parlent même de décroissance, il faudrait aller sur la décroissance. Alors tout ça, c'est intéressant, c'est très intéressant, mais ça peut aussi être inquiétant, et notamment sur la question du financement. Comment, si on change d'indicateur, comment peut-on financer le système? Peut-on garantir qu'il sera financé dans le futur? Alors, qui souhaite réagir à cette question d'Olivier? Peut-être Monsieur Marcy? Bon, très rapidement, cette question des défauts du PIB, cette question des défauts du PIB, elle n'est pas nouvelle du tout, et elle n'est même pas liée à l'écologie. Elle avait commencé bien avant, parce que c'est vrai que comme tout indicateur unique, le PIB a ses limites. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a déjà de nombreuses années, d'autres indicateurs alternatifs ont été créés, comme l'indicateur de développement humain ou d'autres qui tient compte de facteurs démographiques, de facteurs liés aux inégalités sociales. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Mais c'est sûr que le débat sur la transition écologique vient encore amener du grain à moudre à ça, avec d'autres facteurs dont il faudrait tenir compte. Bon, comme dans tous les domaines, la leçon de tout ça, c'est qu'évidemment, il ne faut pas tenir compte d'un indicateur unique pour mesurer le bien-être. Il y en a plusieurs. Alors évidemment, c'est moins simple. Évidemment, ça demande des efforts de pédagogie. Mais il n'y a pas d'autre solution. Merci beaucoup, Monsieur Marcy. S'il n'y a pas d'autres personnes qui veulent réagir, peut-être nos intervenants, peut-être nos invités présents en ligne. Sinon, je propose de conclure...
Très bien. Donc dans ce cas-là, je propose de conclure cette séance. On a touché énormément d'aspects. Ce qui est certain, c'est que le lien entre social et environnemental n'est pas nouveau. C'est juste que le Green Deal, la nouvelle commission von der Leyen, a permis de mettre le sujet sur la table plus clairement, ce qui participe à l'effort de communication dont on a également parlé. Le Green Deal, jusqu'où il ira, est-ce que ce sera un fair deal? On ne peut pas le prédire. En tout cas, il y a des réalisations concrètes qui sont déjà en cours. Maintenant, il reste à voir jusqu'où ira cette ambition. Et beaucoup de questions restent ouvertes. Donc, on avait parlé du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, on avait parlé de la taxonomie, donc énormément de sujets qui restent à suivre. Et donc, j'invite tout le monde à continuer à suivre l'actualité européenne. Merci beaucoup à nos intervenants présents dans la salle et nos deux invités qui n'ont pas pu nous rejoindre physiquement. Merci aux participants pour leurs questions et bonne continuation de ces rencontres du développement durable.